Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, le manque de croissance en France n'est pas technique, il est culturel. La France a un problème de croissance en général et de ses entreprises en particulier. Si elle crée beaucoup d'entreprises grâce à une forte énergie entrepreneuriale, celles-ci ne deviennent pas des champions. Aucune PME n'est passée au rang de grande entreprise cotée en 25 ans. Les explications habituelles, investissement insuffisant, marché fragmenté, cachent l'essentiel. Un modèle mental hostile à la croissance, dont les coûts, perte de souveraineté et appauvrissement, sont diffus mais réels. Or, dans un monde en mouvement, la croissance n'est pas un luxe, mais une nécessité si nous voulons conserver notre niveau de vie et notre modèle social. Il devient donc urgent de revoir notre modèle. En 25 ans, aucune PME française n'est devenue l'une des plus grandes entreprises cotées du pays. C'est le message du dernier rapport McKinsey présenté aux rencontres économiques d'Aix et rapporté par Le Figaro. Et il est d'autant plus frappant qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Sur la même période, 5% des plus grandes entreprises italiennes, 10% des allemandes et 17% des américaines étaient encore des PME au début des années 2000. La France ne compte par ailleurs quasiment aucun de ces disrupteurs, ces jeunes entreprises qui percent et changent brusquement d'échelle. Elle ne fait pas simplement moins bien que ses voisins, elle fait autre chose. Elle ne produit pas ce passage de la petite à la grande taille que les autres économies produisent régulièrement. Elle semble bloquée. Le rapport explique ce blocage par les facteurs habituels. Sous-investissement dans le numérique, fragmentation du marché européen, concentration des gains de productivité sur une poignée de champions, absence des nouveaux secteurs technologiques. Il se situe dans la droite ligne du rapport Draghi. Ces explications sont justes, mais elles ont un défaut commun. Ce sont des explications de moyens et elles sont européennes. Elles valent pour la France comme pour l'Allemagne et l'Italie. Or, ces deux derniers réussissent à faire passer leurs PME au rang de grandes entreprises. Un facteur partagé ne peut pas rendre compte d'un écart. Et parce que ces explications sont des explications de moyens, elles appellent des remèdes de moyens. Investir davantage, consolider les secteurs fragmentés, qui sont sans doute utiles, mais qui ne touchent pas à la véritable source du blocage. Car ce qui produit le blocage n'est pas un manque de moyens, mais une préférence profonde. J'en ai pris conscience lors d'une expérience en apparence anodine, la visite de l'incubateur d'une grande école d'ingénieurs à l'occasion des journées portes ouvertes de Parcoursup. D'entrée de jeu, son responsable a déclaré à une salle remplie de candidats accompagnés de leurs parents, je cite, « Ici, nous ne poursuivons pas la croissance pour la croissance, nous voulons créer des entreprises servant l'intérêt général. » Fin de la citation, avant d'évoquer Elon Musk comme un repoussoir. Tout est là. La France a développé un modèle mental hostile à la croissance qui tient la grande taille pour suspecte et la petite pour vertueuse, et qui détermine silencieusement les arbitrages. Préférer le contrôle à l'expansion, la conformité à la norme, à la conquête de marché. Ce modèle est ancré au plus profond de notre culture, comme l'illustre l'anecdote de l'incubateur. Il a une propriété remarquable. Il a survécu à toutes ses justifications successives. Hier, on protégeait le petit au nom du social, contre le gros, contre la concentration, contre le capital. C'était l'époque de Pierre Poujade luttant contre la grande distribution dans les années 50. Aujourd'hui, on le protège au nom de la planète. On prône la ferme à taille dite humaine et la sobriété, et la croissance est présentée comme une fuite en avant. Les justifications passent, le modèle demeure. Or, l'absence de croissance a des coûts considérables. Le premier est la perte de souveraineté, dont l'agriculture fournit l'illustration la plus nette. Les Pays-Bas, 13 fois plus petits que la France, sont devenus l'un des tout premiers exportateurs agricoles mondiaux en traitant l'agriculture comme une industrie technologique à mettre à l'échelle, quand la France, qui figurait il y a 15 ans parmi les premiers, a reculé rang après rang, jusqu'à menacer de voir sa balance alimentaire devenir déficitaire. Le même mécanisme opère dans l'industrie.
L'Europe ne pèse que 8% des 18 secteurs d'avenir identifiés par le rapport McKinsey, et les 3 premiers déficits commerciaux français, l'énergie, l'automobile et les produits informatiques et électroniques, sont précisément les domaines où aucun acteur national n'a atteint l'échelle. Sans champion, et donc sans croissance, on dépend du cloud, des puces, des médicaments, de l'IA et de l'énergie des autres, et il n'y a plus de souveraineté. Le second coût est l'appauvrissement que révèle le PIB par habitant. Selon l'OCDE, en pouvoir d'achat comparable, les États-Unis atteignent environ 72 000 $ contre 55 000 pour la France, soit près d'un tiers de richesse produite en moins, un ordre de grandeur de 1 200 milliards de dollars par rapport aux 69 millions d'habitants. Ce n'est pas une perte budgétaire observable, mais la mesure du manque à produire cumulé, en salaire, en investissement, en recettes fiscales et en capacité à financer notre modèle social. Un pays qui refuse la croissance ne s'appauvrit pas d'un coup. Il décroche, année après année, et l'écart se creuse lentement mais inexorablement. C'est ici que le modèle se retourne contre lui-même. Notre système social, que l'on oppose volontiers à la croissance, repose entièrement sur la richesse que seule celle-ci produit. Refuser la croissance, au nom de la solidarité, c'est saper ce qui la finance. Contrairement à ce que pense mon responsable d'incubateur, son dédain pour la croissance dessert l'intérêt général. Alors comment une préférence aussi coûteuse peut-elle se maintenir ? Bien parce qu'elle repose sur une croyance rarement énoncée, celle selon laquelle la croissance est une forme de luxe dont on peut se passer, une forme de plaisir coupable et moralement suspect. Un peu comme la crème chantilly sur la glace, c'est bon mais ce n'est pas fondamental et c'est mauvais pour la ligne. On refuse de croître parce que l'on pense que sans croissance, l'essentiel restera, comme si celle-ci était une option qu'on refuse sans conséquence. Le niveau de vie, le modèle social et le rang sont vus comme des acquis définitifs. C'est un biais de continuité et il est faux. Le statu quo n'est pas un point de repos car le monde n'est pas statique. Les autres avancent, notre position relative s'érode et la base de richesse qui finance notre niveau de vie se réduit à mesure que l'écart se creuse. L'alternative à la croissance n'est donc pas la continuité heureuse et sobre, mais le déclin. Ce biais explique aussi pourquoi les coûts du modèle restent invisibles. Les coûts de la croissance ont bien sûr un visage, l'usine, les émissions, la concentration. Les coûts de son absence, eux, ne se voient pas directement. C'est le champion qui n'est jamais né, l'emploi jamais créé, le rang perdu, la cotisation sociale qui manquera, la route pas construite, faute de moyens. Le déclin que l'on finit par constater tous les jours n'est jamais rattaché aux préférences qui l'ont produit. On l'explique par un monde devenu plus dur, par l'existence de profiteurs, par un jeu truqué, par une concurrence déloyale, mais jamais comme une conséquence de notre modèle mental. Il n'est ainsi jamais démenti par l'expérience, puisque personne n'est mis en face de ce à quoi il nous a fait renoncer. Autrement dit, nous sommes nos propres ennemis, mais nous les cherchons ailleurs. On comprend alors pourquoi les remèdes habituels, un assouplissement ici, une subvention là, restent des mesures à la marge. Ils corrigent les moyens, l'investissement, la fragmentation, les seuils, sans toucher au modèle qui les a produits. Or, celui-ci reconstruit ce qu'on ajuste, car le modèle finit toujours par l'emporter sur les ajustements techniques. Le travers dépasse d'ailleurs largement la question de la croissance. C'est la tentation permanente de traiter le statu quo comme un état stable, de confondre le renoncement avec la prudence et de juger une orientation à ses coûts visibles sans jamais compter les coûts invisibles de son refus. Tant que notre regard sur la croissance n'aura pas changé, nous continuerons de croire que nous avons choisi la prudence alors que nous aurons choisi le déclin. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!